1 million de soldats russes qui, selon Donald Trump, seraient morts en Ukraine depuis le début de la guerre. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé Donald Trump lors d'une conférence de presse. Alors, je rassure les pro-russes parmi mes auditeurs, ce chiffre n'est pas du tout vrai. C'est Donald Trump qui l'avance comme ça, mais les estimations les plus proches nous font parler plus de 200-300 000 soldats russes morts depuis le début de la guerre. Et en fait, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, Donald Trump a certainement fait une confusion entre ce qu'on appelle les pertes, donc les pertes qui sont les morts plus les blessés, qui, selon les chiffres les plus élevés et les estimations les plus élevées de l'armée russe, sont plus ou moins de 800-850 000 pertes, morts et blessés. En tout cas, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un camouflet pour la Russie de Vladimir Poutine d'avoir l'homme le plus puissant du monde, en tout cas l'un des hommes les plus puissants du monde et qui va décider du futur de la guerre en Ukraine, de se prononcer comme ça de manière aussi on va dire, décontractée sur le sort de l'armée russe en Ukraine. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est un peu le sujet de cette vidéo aujourd'hui, excusez-moi, c'était un peu putaclic le début, mais en même temps, j'essaie de faire comme je peux. Mais la vidéo que j'ai envie de faire aujourd'hui va plus se concentrer sur l'actuelle rhétorique de Donald Trump par rapport à la Russie et l'Ukraine depuis son inauguration. Parce que si vous vous souvenez bien, Donald Trump, en tout cas lors de sa campagne, ne paraissait pas être un ami grandiloquent de Kiev. Il a répété à de nombreuses reprises vouloir cesser l'aide à l'Ukraine. Il a aussi bloqué l'aide à l'Ukraine au Congrès l'année dernière, ce qui a causé d'ailleurs d'énormes problèmes pour l'Ukraine et potentiellement la chute d'Avdivka qui aujourd'hui mène justement vers une petite rupture de front du côté de Pokrovsk. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump, depuis son inauguration, semble avoir rééquilibré son discours par rapport à l'Ukraine et par rapport à la Russie. Alors, ce serait faux de dire qu'il est devenu du jour au lendemain pro-ukrainien, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble avoir compris que Zelensky était prêt à négocier avec la Russie, mais que là où le bas blesse, c'est que la Russie de Vladimir Poutine n'a pas envie de commencer des négociations avec l'Ukraine. Enfin, ils ont dit qu'ils voulaient négocier à condition qu'il y ait une capitulation de l'Ukraine face à la Russie et qu'ils abandonnent les 4 oblasts, donc Kherson, Zaporizhzhia, Louhansk et Donetsk, qu'ils ont reconnu comme étant partie intégrante et éternelle du territoire russe, en prenant en compte que Louhansk est pratiquement conquis par l'armée russe. Et il reste 3-4 villes importantes dans l'oblast de Donetsk pour contrôler l'oblast de Donetsk, donc Kramatorsk, Konstantinivka, Sloviansk et 2-3 petites bourgades aussi, ce qui va prendre du temps d'ailleurs aux Russes, parce que quand on voit le rythme qu'ils ont actuellement à prendre, et d'ailleurs c'est un très bon rythme, c'est le meilleur rythme qu'ils ont depuis très longtemps, mais quand même le rythme qu'ils prennent à prendre Avdivka, puis Pokrovsk, etc. On peut se poser la question de savoir combien de temps ça va prendre. Et en ce qui concerne l'oblast de Kherson et de Zaporizhzhia, ils ne contrôlent pas ni la capitale régionale de Kherson, ni la capitale régionale de Zaporizhzhia. Et en gros, ils ne contrôlent même pas la moitié de ces oblasts. Donc, militairement parlant, c'est impossible pour eux de le récupérer, en tout cas pas dans les prochaines années. Et il est intéressant de voir dans la rhétorique de Donald Trump, parce que beaucoup de gens disent que Donald Trump est un agent russe. Moi, j'ai jamais pensé que Donald Trump est un agent russe. Je pense que Donald Trump est un nationaliste mercantiliste au maximum, avec une vision géopolitique du monde qui est beaucoup plus transactionnelle que véritablement idéologique, ce qui d'ailleurs dans certains aspects peut être positif ou négatif, mais en ce qui concerne l'Ukraine peut être relativement positif. Et il a envoyé son envoyé spécial pour l'Ukraine, qui est un homme qui s'appelle Kellogg, qui est un républicain, somme toute très classique, ancien général. On n'est pas du tout sur l'aile MAGA pro-russe à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, il semble être un peu emmerdé par le fait que Poutine ne soit pas aussi prompt à négocier que Volodymyr Zelensky. Et ça renvoie à une des promesses qu'il avait fait lors de sa campagne de dire si les Russes refusent de négocier, eh bien moi je vais armer complètement l'Ukraine pour qu'elle puisse, si pas résister, même peut-être dans une certaine mesure, repousser les Russes. Et c'est intéressant parce que c'est plus ou moins la séquence auquel on assiste aujourd'hui, parce qu'il a, lors du forum de Davos, fait pression sur l'Arabie Saoudite pour faire baisser le prix du pétrole, pour justement mettre la pression sur la Russie. Parce que les revenus gaziers, les revenus de pétrole sont vraiment la manne financière qui font tourner la machine de guerre russe. En plus, à un moment où l'économie russe n'est pas du tout en bonne posture, et d'ailleurs Donald Trump l'a répété en disant que
Poutine est en train de détruire son pays et en train de détruire son économie sur cette guerre et qu'il a plutôt intérêt à faire un deal très rapidement. Et l'un des leviers de pression de Donald Trump est justement de faire baisser le prix du baril en espérant forcer Poutine à la table des négociations. Et il le fait, comme j'ai dit, en mettant pression sur l'Arabie Saoudite pour que l'OPEP fasse baisser le prix du baril. Et d'ailleurs, rien que sa déclaration a fait baisser le prix du baril de 1 dollar. Et aussi, il commence à forer avec son fameux slogan Drill Baby Drill, forer un maximum de gaz LNG à destination de l'Europe. Donc ça, c'est un peu les armes qu'actuellement ont Donald Trump et son administration contre Vladimir Poutine. Il est difficile de dire si oui ou non ça va avoir un effet, mais ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment le changement de ton, le changement de rhétorique de Donald Trump. Il a d'ailleurs fait un tweet dans lequel, premièrement, il dit qu'il aime les Russes, il a une bonne relation avec Vladimir Poutine, il n'a aucune animosité envers les Russes et au contraire, il est très reconnaissant que les Russes aient aidé l'Amérique à gagner lors de la Seconde Guerre mondiale en perdant 60 millions d'hommes. On va passer les erreurs historiques. Hein. Ce n'est pas les Russes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Soviétiques. Et dans les Soviétiques, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas que des Russes, il y avait beaucoup, et majoritairement des Ukrainiens et des Biélorusses qui, pour des raisons purement géographiques, étant donné qu'ils étaient plus frontaliers des troupes allemandes, ont perdu énormément de soldats. D'ailleurs, pour la petite anecdote historique, la personne qui met le drapeau soviétique sur le Reichstag, donc cette photo très célèbre de la Seconde Guerre mondiale, est le fait d'un soldat ukrainien. Donc ça, c'est la petite anecdote. Et il n'y a pas eu 60 millions de morts soviétiques. Hein. Il y a eu maximum 26-30 millions de soviétiques qui sont morts. Et en plus, dans ces morts, on ne sait pas quelle est vraiment la part de purge stalinienne ou simplement de soldats ou de civils qui sont morts contre les forces allemandes. Mais on ne parle pas de 60 millions de morts. Et d'ailleurs, dans ces 26-30 millions de morts, on parle plus de 6 millions de soldats d'origine russe ethnique. Mais ça, passons. Et après, troisièmement, c'est dans son tweet / Truth Social, il y a un peu la pression qui est mise justement de dire You better need to make a deal, il vaut mieux que tu fasses un deal maintenant, et vaut mieux le faire de la manière douce, comme il le dit dans son tweet, et donc de la manière dure, avec, on ne sait pas ce qu'il entend par manière dure, est-ce que ça veut dire donner plus d'armes à l'Ukraine, est-ce que ça veut dire mettre plus de sanctions? Surtout qu'il faut prendre en compte que dans l'histoire des relations russo-américaine, Donald Trump est le président qui a sûrement mis le plus de sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine et aussi la personne qui ait donné pour la première fois des armes létales à l'Ukraine, alors que Obama et Biden, qui était le VP de Obama à l'époque de la première guerre du Donbass, s'était refusé de donner à l'Ukraine des armes létales. Donald Trump ne l'a pas donné pour une vision géostratégique. Et ça revient à ce que je disais au début de la vidéo, hein, c'est que parfois Trump a une vision purement transactionnelle et pas forcément idéologique. Mais tout ça pour dire que Trump a donné des javelines et des Henlo qui se sont avérés être essentiels, voire même capitales pour la défense de Kiev en février 2022, parce que Zelensky ne s'était pas trop immiscé dans les affaires d'impeachment qui concernaient Trump à l'époque justement de son impeachment. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est une saga judiciaire compliquée, mais en gros c'est en lien notamment avec les investigations un peu frauduleuses et illégales que Donald Trump avait fait auprès de Hunter Biden qui avait des affaires plus ou moins louches en Ukraine et Zelensky avait refusé de donner aux démocrates qui essaient de faire un impeachment contre Trump les éléments justement, alors éléments ou pas d'ailleurs, on ne sait pas vraiment le format de l'histoire, mais en tout cas les éléments qui auraient pu être compromettants contre Donald Trump, étant donné qu'il avait fait des investigations un peu illégales contre Hunter Biden. Et tout ça a fait que Donald Trump ait donné des Henlo et des javelines en échange. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, au bout du compte, comme beaucoup d'analystes l'ont pressenti avant les élections, c'est que Donald Trump est une personne très, au bout du compte, transactionnelle, mais aussi imprévisible, sans véritable architecture idéologique, géopolitique et stratégique. Et il est surtout mu par les intérêts des Américains, ce que d'ailleurs on ne peut pas lui reprocher, étant donné que chaque leader de son pays doit avant tout protéger ses intérêts, mais aussi mu par ce qu'il entend autour de lui. Et en fait, ça c'est la grande question qui va se poser aussi aujourd'hui, c'est que dans l'entourage de Trump, il y a deux tendances. Il y a vraiment la tendance MAGA dure, qui est plutôt poutinophile et proche des mouvements illibéraux, dans lequel on retrouve par exemple typiquement une personne comme son fils Donald Trump Jr. Qui s'amuse à maintes reprises à
moquer Zelensky sur ses réseaux sociaux. Et aussi dans les mouvements plutôt poutinophiles, on a des gens aussi comme Elon Musk. Elon Musk, sa relation avec Poutine est plus ou moins compliquée à définir. C'est difficile à dire s'il est pro-Ukraine, anti-Ukraine. Très difficile à dire. En tout cas, on va dire qu'il est plus dans cette vision-là, a tendance à aussi se moquer de Zelensky sur ses réseaux sociaux. Et après, on a la tendance autour de Donald Trump qui est beaucoup plus, pour le coup, républicain, classique, pragmatique, dans lequel on a le nouveau secrétaire d'État Marc Rubio, qui est un faucon anti-Iran et un faucon anti-Chine, et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz aussi, qui est, on va dire, un républicain somme toute très classique, et aussi Radcliffe, le nouveau chef de la CIA, qui est aussi dans cette logique de défendre les intérêts américains sans forcément avoir une vision idéologique quelconque. Et en fait, c'est un peu ce combat qu'il va avoir autour de Donald Trump. Qui va avoir l'oreille du président? Est-ce que c'est son fils et Elon Musk? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être les républicains un peu plus classiques comme Radcliffe, Marco Rubio et Waltz? Et ce qui est intéressant, c'est que Waltz et Rubio, et ça va justement contre les intérêts de Vladimir Poutine, se sont montrés très très durs envers l'Iran ces derniers jours, notamment Marc Rubio qui a fait une allocution en disant que si des groupes affiliés à l'Iran attaquaient des soldats américains, comme ça a été le cas, notamment les Houthis qui attaquaient des bases américaines, etc., ou des milices chiites pro-iraniennes en Irak qui attaquaient des bases américaines, l'Amérique considérerait ces attaques comme étant des attaques directes de la part de l'Iran et du coup attaquerait l'Iran. Ce qui va contre les intérêts de Vladimir Poutine parce que, étant donné que Poutine a un peu une vision de architecture du chaos, donc en gros créer des crises un peu partout pour diversifier les aides occidentales, l'aide militaire occidentale et aussi diversifier l'intérêt médiatique. On a pu très bien le voir notamment avec les attaques des Houthis, donc ce mouvement pro-chiite du Yémen qui a attaqué des bateaux occidentaux et israéliens en mer Rouge, ce qui a fait péter d'ailleurs le prix du baril du pétrole. Et du coup, le fait de mettre un coup de pression sur l'Iran comme ça affaiblit les capacités, en tout cas les cartes ou le terrain d'action de Vladimir Poutine et de ses alliés à travers le monde et ne peut plus forcément participer à cette organisation du chaos. Mais il n'empêche que tout ça n'est pas encore défini. Il est intéressant de voir si oui ou non ça va aller dans cette direction-là. Est-ce que Donald Trump va vraiment aller au bout, entre guillemets, de ses promesses, de dire si la Russie refuse de négocier, eh bien, j'arme l'Ukraine. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que la rhétorique anti-ukrainienne du président s'est vachement amoindrie depuis l'inauguration et on est plutôt face à une politique pragmatique américaine face à une guerre qui dure depuis maintenant 3 ans et une volonté aussi d'y mettre fin sans pour autant forcer l'Ukraine à capituler et en s'attendant à ce que la Russie joue aussi un rôle dans ces négociations en acceptant de négocier, pas de manière absolutiste, mais en acceptant grosso modo de s'arrêter sur la ligne de front, ce qui est pour la Russie très problématique parce que c'est une défaite, parce que les 3 objectifs de la Russie dans ce scénario n'auront pas été accomplis, à savoir pas de démilitarisation de l'Ukraine, au contraire l'Ukraine n'a jamais été aussi militarisée, pas de contrôle du Donbass. Bon, s'ils prennent Chassivyar et s'ils prennent Pokrovsk, ce qu'ils risquent de faire d'ailleurs dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, ils pourront dire, justifier que voilà, ils contrôlent le Donbass, ce qui n'est pas faux. Hein. Si on contrôle Chassivyar et Pokrovsk, bon, il reste Konstantinivka, Kramatorsk-Sloviansk, mais bon, on va dire que dans les faits, la Russie contrôle le Donbass, mais n'occupe pas le Donbass. Et le troisième objectif qui était de mettre fin à l'existence de l'Ukraine, bah, c'est raté. Hein. L'Ukraine n'est jamais aussi ukrainienne qu'aujourd'hui et jamais aussi russophobe qu'aujourd'hui. Et je serais intéressé de voir dans le futur si oui ou non l'Ukraine va à un moment ou un autre accepter un quelconque rapprochement avec la Russie. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Donc l'Ukraine va se construire contre la Russie avec justement des politiques de dérussification assez intenses. Et il n'empêche que si la guerre se termine aujourd'hui, moi je pense que l'Ukraine pourra considérer cela comme une victoire. La Russie aura du mal à considérer ça comme une victoire parce que c'est un peu la règle triste des guerres asymétriques, c'est que si le faible bouge encore, eh ben le fort a perdu. Et on peut le voir grosso modo dans tous les conflits asymétriques et l'Ukraine n'échappe pas à cette règle. Donc voilà, merci pour votre intention si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à mettre des commentaires et
me poser des questions dans l'espace commentaire et moi je prendrai un plaisir à y répondre et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.